Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis heureux d'être et honoré d'être parmi vous ce soir. Vous le savez, cher professeur Hirsch, je me suis questionné pour savoir si je pouvais accepter votre invitation à ouvrir une soirée thématique. Votre confiance est bien grande puisque je ne suis ni médecin ni spécialiste de l'éthique. Je suis ici, avant tout, en tant que déporté, mais aussi en tant que simple citoyen, qui peut être confronté à la question qui nous préoccupe ce soir, celle donc de l'irruption de la conscience biétique en lien avec le procès de Nuremberg. Lorsque j'étais à Auschwitz, j'avoue ne pas avoir eu de grand contact avec la profession médicale durant 11 mois que j'y ai passé. En fait, on évitait soigneusement les représentants allemands de cette profession et lorsqu'on était amené à les croiser, c'était plutôt de mauvais augure. Cela situe d'emblée la situation de ce corps professionnel dans le camp qui était plutôt du côté de la mort, surtout pour les Juifs. Pour introduire cette soirée, j'ai essayé de formuler une problématique à partir de mon expérience de survivant et de mon petit savoir historique sur les camps. C'est l'occasion de préciser que je parle surtout à partir de la situation du camp d'Auschwitz et de celle des Juifs, c'est-à-dire de l'extermination. Et moins des autres camps, bien sûr, qui ont été aussi concernés par la question des médecins nazis et des expérimentations. Je parle des camps de Buchenwald, Dachau, Mauthausen et Ravensbrück, Neufviller, etc. On le sait, à Nuremberg, c'est surtout la question des expérimentations qui a été abordée, mais mon propos sera ici plus global. Tout d'abord, quelques remarques au sujet du procès qui me permettent de poser un angle problématique, celui de la question de la responsabilité des médecins. Quelques remarques sur le procès. Je rappelle les données connues, mais qui me semblent incontournables, à savoir que la profession médicale allemande est l'une de celles qui a adhéré le plus fortement au nazisme et qu'elle était imprégnée d'une vision raciale de l'humanité. Que le procès de Nuremberg porte essentiellement sur la question des expériences menées sur des individus non libres, arrêtés arbitrairement et non consentants. Et partons aussi du constat que le nombre de médecins incriminés est dérisoire au regard de ceux qui ont sévi dans les camps nazis. Ce qui me frappe dans ce procès de Nuremberg, c'est le refus de la part des accusés, au nombre de 23, de reconnaître une quelconque responsabilité et le fait que ces médecins se mettent à l'abri ou du moins tentent de se justifier derrière des arguments assurément fallacieux, mais qui étaient en même temps pertinents, au point qu'ils ont fortement gêné l'accusation. Que disent-ils pour leur défense ? Je retiens surtout deux éléments qu'il faut mettre en relation l'un avec l'autre. Ils critiquent le serment d'Hippocrate, qu'ils estiment dépassé en raison des avancées de la science. Je crois que là se situe l'un des problèmes centraux. La remise en cause de ce fondement éthique de nature humaniste ouvrait la porte à toutes les possibilités dans la mesure où la médecine ne se pratique pas dans l'intérêt de l'individu. Les mots humanité, compassion, solidarité se trouvent ainsi éjectés du champ médical. La référence à l'homme n'est plus. Deuxième élément que je retiens, c'est qu'ils incriminent le pouvoir politique totalitaire. Si on suit l'argumentation des médecins, l'effondrement des valeurs serait à mettre en lien exclusivement
avec la nature du régime. Les autres éléments découlent de cette tension entre l'absence de valeurs humanistes et le régime politique, notamment les expérimentations qui ont été la question concrète du cœur du procès. Les médecins apparaissent des acteurs dans un système dont ils ne sont pas responsables et qu'éventuellement ils subissent même. On est confronté, me semble-t-il, à une mauvaise foi abyssale. Au sujet du deuxième élément, relatif aux politiques, ils se servent du contexte politique pour dire qu'ils en sont dépendants. Ils affirment leur absence d'autonomie, donc de liberté. On fait le constat d'une abdication totale, à la fois personnelle du médecin, mais sans doute aussi de leur profession, donc collective. Globalement, à travers ce procès, les médecins se déclarent irresponsables. Ils abdiquent leur responsabilité morale d'individu, puisqu'un sujet peut toujours dire non, telle est l'expression de la liberté et le propre de l'homme. Je reviens à présent au premier élément relatif à la qualité de la personne humaine mise en compte par le serment d'Hippocrate. Qu'en est-il dans le nazisme, nouveau serment médical? L'humanisme n'en est certes plus le fondement. On peut tenter qu'approcher le fondement nazi à travers le prisme des camps d'Auschwitz en particulier. Ce qui est particulier, et vous nous l'indiquerez peut-être, c'est qu'ils n'ont pas l'air d'avoir avancé une défense reposant sur le concept de race ou de peuple, alors même que ces concepts d'inspiration nazie, dans leur facture, ont été au fondement de leur action. Il semble que l'on peut faire un lien entre cette base théorique, l'idée d'un collectif, le Volk, le peuple allemand arien, et l'acceptation, l'adoption d'un nouveau principe qui est central au nazisme, celui de négation de l'individu vis-à-vis du collectif. Et cette négation ouvre elle-même sur celle de l'homme. C'est cette négation qui se manifeste dans les expériences. L'individu ne compte pas. Je pense que plus la négation de l'homme est profonde, plus l'éthique médicale peut être déficiente. À Auschwitz-Birkenau, ce lieu d'assassinat de masse, le statut des personnes des Juifs, qui entrent dans la structure concentrationnaire, est différent de celui des déportés des autres camps en Allemagne. Ils sont seulement en sursis. Dans le cadre du génocide, ils sont des condamnés à mort. En face des médecins, il n'y a que des morts potentielles, bref, un matériau, des cobayes par milliers. Les médecins ne font pas ici des expériences sur des petits groupes de personnes. Ici, l'ensemble des humains était susceptible, finalement, d'être cobayes. Pour ce qui est de la responsabilité des médecins, Auschwitz est fondamentalement un lieu d'assassinat. C'est cela le contexte, et on ne peut l'ignorer lorsque l'on vient là comme médecin. Toutes les actions professionnelles sont ensuite déterminées par ce contexte. Une fois que l'on agit dans cet univers-là, toutes les actions sont viciées par la nature originelle du lieu. Aucune défense n'est plus possible. Mais c'est justement cette question du contexte qu'ils ont rejetée. Bref, on le voit entre leur irresponsabilité affirmée quant aux valeurs et la qualité ou la définition des valeurs qui régissent une société.
Ce n'est pas le médecin qui définit la valeur. Dès lors, apparaît l'importance absolument primordiale de la nature du pouvoir. Et je crois que l'on comprend mieux en cette matière qu'on en a tout intérêt à ce que le pouvoir soit plutôt de nature démocratique. Je voudrais terminer par l'évocation des sélections à Auschwitz. C'était une des activités des médecins pour laquelle ils n'ont pas été incriminés, me semble-t-il, mais peut-être allez-vous nous en parler. Autre activité qui vient à côté des deux autres à Auschwitz, les expérimentations, notamment sur le sang, la gémellité, la stérilité, et dans le domaine des soins, n'a concerné que leurs homologues SS. Pour les Juifs, on connaît la figure des médecins déportés juifs, en général, qui ont aidé comme ils le pouvaient leurs camarades. Le professeur Weiss en est un exemple éminent. Des médecins qui avaient peu de moyens, mais apportaient une aide psychologique importante. À travers les sélections, se pose la question de la participation des médecins SS au génocide. On sait leur rôle dans le programme T4, préalable au gazage massif. À Auschwitz, en opérant des sélections entre les déportés lors de l'arrivée ainsi que dans les revires, ils participent de fait à la machine de mort, mais en même temps, ils peuvent masquer leur action derrière l'argument « travail forcé ». L'album d'Auschwitz, cet album de photos prises par les SS à l'arrivée des convois de Juifs hongrois au printemps 1944, atteste du rôle donné au travail forcé. Les légendes qui accompagnent les photographies indiquent deux groupes parmi les Juifs, inutiles et les utiles. Les inutiles sont les enfants, les femmes avec des enfants, les handicapés, les personnes âgées. Le travail ou l'utilité apparaît donc comme un motif. Les médecins ne participent pas directement à l'assassinat, ils ne font que choisir des personnes valides. Je rappelle qu'eux-mêmes, à l'arrivée des convois, font leur petit commerce, mettant de côté les individus qui les intéressent, les jumeaux, les nains notamment. Pour ce qui est des sélections dans les revires, le motif du travail forcé est encore avancé. On le sait, c'est dans ce contexte que les médecins SS ont inspiré la plus grande terreur, puisque les déportés qui subissaient la sélection savaient qu'une partie d'entre eux serait envoyée à la chambre à gaz. Les médecins choisissent des personnes qui ne sont plus capables de travailler. Donc, ils constituent un groupe de condamnés à mort. À ce sujet, Adélaïde Ottwald cite un document que je trouve incroyable, qui devait être rempli par le médecin à l'issue d'une sélection. En substance, il était formulé ainsi: telle personne est atteinte de telle maladie et est incapable de travailler. Et les médecins invitaient leurs confrères déportés, expression de parenthèse bien sûr, de le signer, faisant d'eux des complices de fait. Je vois là une manifestation pour construire l'irresponsabilité. Pour conclure, la réflexion que cela m'inspire, c'est que l'on peut fonder un système sur l'espérance de la vertu des hommes, aussi bien dans la dimension individuelle du médecin que dans l'exercice collectif de la profession qui ne constitue pas
semble-t-il, un rempart. Je suis peut-être peu optimiste, mais il faut se souvenir que je suis passé par Auschwitz. Le domaine médical a un pouvoir important dans la société et par le savoir scientifique et le pouvoir de soigner. Mais je crois que la force éthique à l'intérieur de la profession dépend du pouvoir politique, démocratique bien sûr, qui seul semble capable d'être garant des valeurs. Face à l'oppression, il y a toujours des individus résistants, mais de par les enjeux que présente cette profession, notoriété, argent et bien d'autres choses, elle peut être colonisable par des idées non humanistes. Permettez-moi cette citation très connue, extraite du Pantagruel de Rabelais. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » Je termine mon propos en ouvrant sur une question contemporaine qui me tient à cœur, du fait de mon âge sans doute, celui de la prise en compte des personnes âgées. Notre société est actuellement confrontée et va l'être de plus en plus au vieillissement. Le nombre de personnes dépendantes est en augmentation. Or, elles ne servent à rien, excusez cette expression, mais dans notre société occidentale très utilitaire, cela a un sens. Et en plus, elles coûtent cher. Je pense qu'il y a là un défi et l'on verra avec quel degré d'humanité nous sommes capables de le traiter. Merci. Merci Raphaël de votre superbe intervention. Alors, on la mettra en ligne dans les jours qui viennent avec le film de cette soirée. Et j'imagine que Jean-François Delfraissy a bien écouté la dernière partie, puisque le Comité consultatif national d'éthique va rendre bientôt un avis justement sur cette question. Donc pour vous dire à quel point l'éthique peut, à un moment donné, rejoindre les préoccupations les plus immédiates que vous évoquez. En tous les cas, un immense merci. C'est avec vous qu'on ouvre cette soirée. Et personne n'aurait pu l'ouvrir aussi bien que vous l'avez fait en situant véritablement les enjeux. Alors ce que je vous propose, c'est de voir un extrait, un court extrait d'Hippocrate aux enfers. Dans un instant, Michel Simès va en parler. C'est un film qui va être diffusé donc, sur France 2 en janvier prochain. Et nous ferons une avant-première de la projection du film quelques jours avant. Et donc ça sera peut-être l'occasion pour nous de dialoguer davantage avec vous autour de ce sujet. Un immense merci, on peut encore l'applaudir. Et puis on va écouter l'extrait du film.